Bien, il est 10 heures, nous pouvons commencer et renouer le fil interrompu par les vacances de Noël, ce qui me permet d'ailleurs de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2016, en espérant qu'elle sera moins rude à vivre que l'année 2015, et terminer ce cours avec une quatrième rencontre possible entre Cervantes et Shakespeare. Vous vous souvenez peut-être, c'était l'an dernier, que nous avions abordé trois modalités des rencontres entre les deux grands morts de 1616. La première modalité, la rencontre imaginée, la rencontre rêvée, telle que nous pouvons la lire à travers différentes formes de fiction, mais l'une en particulier, Anthony Burgess, Rencontre à Valladolid, ce texte publié en français dans le recueil qui a pour titre Le Mode du diable. Une seconde rencontre, la rencontre entre des lecteurs anglais et le Don Quichotte de Cervantes, soit dans son original castillan, puisqu'après l'ambassade de 1604-1605, enfin la paix de 1604-1605 et l'ambassade anglaise à Valladolid en 1605, les premiers exemplaires du Quichotte, imprimés à la fin de 1604, sont arrivés en Angleterre, ou bien la lecture par des lecteurs anglais de la traduction de Shelton, qui est la première publiée de toutes les traductions en 1612, ce qui permettait de situer à la fois un contexte militaire, politique, qui pouvait conduire de l'effroi anglais devant le risque et les tentatives d'invasion, l'armada de 1588, jusqu'à la politique de Jacques Ier tentant une paix et la certifiant avec l'Espagne. Et un deuxième contexte était évidemment la présence en Angleterre de la fiction en castillan, à travers, comme je le disais, la circulation des textes en langue originale, puisque une partie des élites lettrées ou aristocratiques connaissaient l'espagnol, mais aussi à travers les traductions, et particulièrement des romans de chevalerie ou des romans picaresques. La troisième rencontre que nous avons évoquée dans les derniers cours était la rencontre textuelle lorsque Fletcher et Shakespeare, lecteurs de Don Quichotte, en tous les cas Fletcher, qui connaissait parfaitement l'espagnol et a utilisé très souvent les novelas ejemplares pour ses propres pièces, se sont saisis dans l'histoire de Don Quichotte, de la nouvelle, entre guillemets, des amours et finalement heureux dénouement de rapport de la relation entre Cardenio et Lucinda et en parallèle entre Fernando et Dorothea. Et de là, portant sur la scène cette histoire, cette intrigue, cette nouvelle, Fletcher et Shakespeare, en 1613, ont fait représenter à la cour une pièce qui, 40 ans plus tard, porte le titre dans le registre des libraires londoniens de The History of Cardenio. Aujourd'hui, ce serait de voir les choses d'un autre point de vue, non plus ce point de vue dominant de l'Angleterre, lectrice des textes de Cervantes et plus généralement des fictions castillanes, mais du point de vue espagnol, c'est-à-dire de poser la question inverse, l'Angleterre en Espagne. Ce qui nous amènera à ouvrir deux dossiers. Je pense que chaque heure pourra être consacrée à l'un et puis l'autre. Un premier dossier qui est celui de la présence des œuvres de Shakespeare en terre espagnole, ce qui serait comme l'avers de la présence massive des œuvres de Cervantes en terre anglaise. Et un deuxième dossier qui serait l'imaginaire anglais de Cervantes et l'appropriation par Cervantes, non pas d'œuvres de Shakespeare qu'il n'avait jamais dû lire ou connaître, mais des références à la situation de l'Angleterre. Et ce qui permettrait en quelque sorte une sorte de contrepoint par rapport à une forme dominante et légitime de l'histoire aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a une histoire centrée sur les connexions, les circulations, les appropriations, les hybridations, les métissages. Ici, comme on va le voir, nous sommes plutôt dans une situation inverse, c'est-à-dire les situations d'indifférence et d'ignorance. Alors, premier dossier, le dossier de Shakespeare en territoire espagnol. C'est un dossier mince, dans la mesure où il n'y a aucune pièce
de Shakespeare qui soit localisé en Castille ou en Aragon ou au Portugal, avec une exception qui serait Peine d'amour perdu, qui se passe à la cour du roi de Navarre. Mais il est clair que le Midi de Shakespeare n'est pas la péninsule ibérique, mais l'Italie, qui est le lieu, à travers une série de villes, où se déploient les intrigues de les deux gentilshommes de Vérone, de Roméo et Juliette, aussi à Vérone, Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien, qui se passe à Messine, ou encore Othello à Venise. Je retrouverai cette dimension italienne des œuvres shakespeariennes dans la discussion qui va suivre sur la religion de Shakespeare, si on veut. Et d'autre part, on peut dire aussi qu'il n'y a pas de présence massive, c'est le moins qu'on puisse dire, à travers les traductions, puisque, comme vous le savez, les traductions des pièces shakespeariennes ne commencent que tard dans le XVIIIe siècle, dans la seconde moitié. Voltaire, Ducis, et les traductions espagnoles étant elles-mêmes des traductions françaises, et en particulier celles de Ducis. Donc, le dossier paraît mince. Il existe toutefois, par l'existence de deux livres rencontrés dans deux bibliothèques. Le premier, c'est un exemplaire du second folio. Vous vous souvenez peut-être, 1623, c'est le premier folio, et en 1632, il y a une réédition presque à l'identique avec simplement des corrections de fautes typographiques. Et cet exemplaire du second folio des 36 pièces shakespeariennes qui sont rassemblées là se rencontrait dans la bibliothèque du Collège et Séminaire Royal des Anglais à Valladolid, Real Colegio Seminario de los Ingleses, et qui était une maison jésuite formant les missionnaires anglais pour ensuite qu'ils, à leur risque et péril le plus souvent, retournent en Angleterre pour prêcher ce qui pour les jésuites était la vraie foi. Ce collège et séminaire jésuite de formation de missionnaires avait été fondé en 1589 et il portait le nom anglais de St. Albans College. Et cette présence d'un exemplaire du second folio, qui maintenant n'est plus à Valladolid, mais a été acheté comme beaucoup des exemplaires des folios, en particulier le premier, mais aussi le second, par le collectionneur M. Folger, et qui a construit la Folger Library à Washington, où il y a le plus grand nombre de folios, d'exemplaires des folios conservés, en particulier dans des mesures qui consistaient à vouloir posséder la totalité, si possible, de tous les exemplaires de l'édition de 1623 du premier folio. Il a pu acheter aussi ce second folio qui était dans la bibliothèque du Collège et Séminaire des Jésuites de Valladolid. Ce qui pose évidemment le problème des lectures intercatholiques de Shakespeare et qui, du coup, pose aussi la question discutée à l'infini du catholicisme ou supposé catholicisme ou familiarité avec le catholicisme de Shakespeare. Alors ce folio est tout à fait passionnant parce qu'il porte des traces d'expurgation. On trouve le nom d'un Guglielmus Sanctaeus, qui serait l'expurgateur par permission du Saint-Office. Il ne s'agit pas d'une censure de l'Inquisition directe, ni d'une mise à l'index, Shakespeare ne sera jamais mis à l'index, mais d'une délégation à ce Guillaume Sanctaeus de la capacité à censurer, au sens d'expurger, le livre qui lui est soumis. Et d'ailleurs, comme d'autres livres qui étaient présents dans ce collège jésuite, où il y avait une forte bibliothèque de théologie, mais aussi pour préparer les missionnaires, une série d'ouvrages portant sur l'histoire d'Angleterre et qui ont été aussi expurgés avec la même signature. Et on a identifié cet homme comme étant
la traduction serait Guillermo Sanchez, et en fait, comme étant un jésuite anglais, William Sankey, qui était arrivé à Valladolid en 1641 et qui avait été chargé par une parfaite connaissance, évidemment, de l'anglais, de censurer, expurger les livres qui restaient disponibles dans la bibliothèque du collège, mais qui devaient être contrôlés et purifiés. Alors ces expurgations qui ont pu être analysées sont finalement assez limitées. Il y a 19 pièces sur les 36 où il n'y a aucune trace de censure. Les autres traces de censure étant en général le fait de passer en noir, à l'encre noire, les passages qui doivent disparaître. Des lignes ou des mots passés en noir. De quoi s'agit-il? En général, des allusions ou des plaisanteries à très fort contenu sexuel, avec les doubles ententes, les doubles sens, les indécents, ce qui prouve que le censeur avait une très précise connaissance de l'anglais et pouvait repérer ces doubles sens. Par exemple, dans Hamlet, lorsque Hamlet parle avec Ophélia avant la représentation du Murder of Gonzago et qu'il évoque ce qui lie between maid's legs, ce qui se rencontre entre les jambes des jeunes filles. Mais ce n'est pas systématique, mais c'est quand même un grand nombre des expurgations portant sur ces allusions sexuelles. D'autres portent sur la présence de prêtres dans les textes shakespeariens, et en particulier lorsqu'ils sont désignés de manière très négative. Par exemple, dans la deuxième Henri VI, les prêtres qui sont désignés comme sorciers ou comme charlatans. Dans la même pièce, une scène d'exorcisme qui se trouve dans le premier acte, scène 4, on a supprimé la mention que donnait le texte original, le second folio, de two priests. Donc, une édulcoration des présences ecclésiastiques sous cette forme des censures. Mais 3 pièces sont plus rigoureusement censurées que les autres. Et c'est évidemment tout à fait intéressant. La première, c'est Le Roi Jean, la première des histories de Shakespeare. Dans le folio de 1623 et 1632, il y a 10 pièces qui sont regroupées sous la catégorie non aristotélicienne de history, entre les comédies et les tragédies. Et la série commence avec Le Roi Jean et termine avec Henri VIII, et entre les deux, évidemment, la série des Henri et Richard. Et dans Le Roi Jean, ce qui faisait problème était évidemment la dénonciation de l'autorité usurpée, comme le dit le texte, du pape, ou encore l'empoisonnement du roi qui est donné dans le texte by a monk, par un moine. Donc là, la censure a été précise et lourde pour rendre invisible dans le texte ces références à l'usurpation possible d'une autorité par le pape ou d'un rôle des moines dans l'assassinat, dans l'empoisonnement du roi. La deuxième des pièces, et c'est celle qui clôt la série des 10 Histories, c'est Henri VIII. Et ici, pour ceux qui se souviennent du texte, on peut, beaucoup de passages, on peut être censuré, mais l'un en tout particulièrement, qui est à la fin de la pièce, dans le 5e acte, à la 5e scène, dans les découpages modernes, le moment où il y a par Cranmer, un rigoureux protestant calviniste, une prophétie qui annonce à la fois le règne d'Élisabeth et qui aussi finalement déporte sur le roi régnant, Jacques Ier, cette prophétie. Et là, l'ensemble de cette prophétie a été censuré. Comme c'est un texte très beau, je vais le donner dans la traduction de la Pléiade. C'est un texte particulièrement intéressant aussi parce que c'était une hypothèse qu'on avait pu présenter, c'est l'idée que dans les œuvres shakespeariennes, et en particulier dans les histoires, il y a 3 temporalités, 3 régimes de temps. Le premier régime de temps, c'est celui des désirs,
des volontés, des desseins, des intentions, et qui se choquent, qui s'entrechoquent, qui se heurtent les unes avec les autres. Et il y a un deuxième régime de temporalité qui est le régime de la fortune, c'est-à-dire ce modèle qui est celui où un apogée est forcément suivi d'une chute. Et dans Henri VIII, c'est un modèle d'emploi qui est, enfin un modèle de compréhension, cette roue de la fortune qui s'applique à des destins successifs. Et puis il y a un troisième régime de temps qui est celui des volontés ou des desseins de Dieu, incompréhensibles, invisibles, indéchiffrables, sauf dans des moments particuliers qui sont les moments où une sorte de langage prophétique envahit celui qui énonce les mots. Et c'est sur ce régime-là que l'on trouve la prophétie de Cranmer à la fin du Henri VIII. « Laissez-moi parler, sire, car le ciel à présent me l'ordonne. » Comme si la parole était évidemment autre, envahissant l'individu qui parle. Et dans les mots que je prononce, que nul ne voit flatterie, car on découvrira que c'est vérité. Cette royale enfant, il s'agit donc d'Élisabeth, qui est baptisée lors de cette scène, et il y a un cortège du baptême d'Élisabeth qui, dans cette pièce où il y a de très nombreux fastes et processions, a ouvert la scène avant que, une fois la scène terminée, Élisabeth soit baptisée dans l'Église, c'est-à-dire la fille de Anne Boleyn et de Henri VIII. Cette royale enfant, puisse le ciel toujours graviter autour d'elle, bien qu'au berceau promet déjà à ce pays 1001 bénédictions, que le temps fera éclore. Elle sera, mais bien peu d'entre nous contempleront cette perfection, un modèle pour tous les princes de son temps et tous ses successeurs. La reine de Saba ne fut pas plus avide de sagesse et de belles vertus que le sera cette âme pure. Toutes les grâces princières qui ont servi à façonner un tel chef-d'œuvre, avec toutes les vertus dont le bien s'accompagne, seront doublées en elle. Nourrie de vérité, toujours inspirée de saintes et célestes pensées, elle sera aimée et crainte. Son peuple la bénira, ses ennemis trembleront comme champs de blé battus et tristement baisseront la tête. Le bien pousse avec elle. Pendant son règne, chacun mangera en sécurité sous sa vigne ce qu'il aura planté et chantera à tous ses voisins les joyeux chants de paix. Dieu sera connu selon sa vérité. God shall be truly known. Et ses proches apprendront d'elle les voies parfaites de l'honneur qui seront leur titre de noblesse au lieu du sang, et cette paix ne s'éteindra pas avec elle. Et on voit que c'est un texte évidemment de ce registre prophétique dans lequel Élisabeth est à la fois désignée par un registre cosmologique, l'idée qu'elle est cette heaven autour duquel tous les astres tournent, et par des multiples références bibliques, la reine de Saba, la vigne, et finalement, ce qui est fondamental, c'est non seulement la vertu de sa reine, la sagesse de sa reine, mais le fait qu'elle est celle qui va réimposer en Angleterre la vraie foi. Dieu sera connu selon sa vérité, et c'est-à-dire évidemment la foi protestante. Et on voit que c'est dans le moment de la pièce, puisque l'on sait que cette pièce a été représentée en 1613, c'est d'ailleurs à l'occasion d'une des représentations de cette pièce que le théâtre du Globe a brûlé. Elle a une double fonction, cette prophétie, c'est à la fois de restituer une continuité monarchique, après la mort d'Anne Boleyn sans héritier mâle, et d'autre part, après le règne de Marie Tudor, et elle a aussi comme fonction de déplacer sur le roi régnant ce qui est annoncé, est évidemment advenu, avec le règne d'Élisabeth, puisque la prophétie de Cranmer, là aussi sévèrement censurée dans le second folio de Valladolid, continuait ainsi, reprenant les mêmes régimes de métaphores pour les appliquer non plus à Élisabeth, mais Élisabeth devenant la préfiguration du règne de Jacques. Mais comme lorsque meurt l'oiseau des merveilles, le phénix virginal, ses cendres donnent un autre héritier tout aussi admirable. Elle, de même, quand le ciel la rappellera de ce nuage de ténèbres, laissera sa sainteté
au roi, Blessedness, qui, des cendres sacrées de sa gloire de reine, s'élèvera, telle une étoile aussi illustre qu'elle l'était, pour se fixer au firmament. Paix, abondance, amour, vérité, terreur, tous les anciens serviteurs de cet enfant élu seront alors les siens, et telle une vigne s'attacheront à lui. Partout où l'éclatant soleil du ciel luira, sa gloire et la grandeur de son nom brilleront et créeront de nouvelles nations. Il sera florissant et, tel un cèdre des montagnes, étendra ses branches sur toutes les plaines alentours. Les enfants de nos enfants verront cela et béniront le ciel. Donc on retrouve à la fois la référence cosmologique, l'idée que le roi est une étoile fixe autour de laquelle tous les autres astres tournent, les références bibliques qui saturent le texte, et en particulier de nouveau la référence à la vigne, et cette série d'attributs où, vous l'avez entendu, à la fois, il y a les attributs de la cornucopia, la paix qui permet l'abondance, et d'autre part, l'idée de terror qui est donnée et qui nous renverrait à des contextes, par exemple étudiés par Carlo Ginzburg dans son livre sur l'iconographie politique, où peur, terreur, révérence sont liés les uns aux autres. La troisième pièce, particulièrement censurée, est à un point extrême là, puisqu'elle a été découpée et ôtée du folio. C'est-à-dire que là, la censure était totale, il n'y avait rien à sauver dans cette pièce-là, même en ayant expurgé les passages les plus problématiques, c'est mesure pour mesure, measure for measure, qui est retirée, à la fois parce que, bien sûr, c'est une pièce qui est très riche en références, en images, en plaisanteries sexuelles, mais aussi, et surtout, parce que si vous vous souvenez de l'intrigue de Mesure pour Mesure, c'est une intrigue dans laquelle un duc se déguise en frère et agit comme s'il était vraiment un religieux. D'abord, parce que dans différentes scènes, sous cet habit religieux, il remplit les rôles des religieux. Par exemple, l'incitation à l'acceptation de son sort lorsque le personnage de Claudio a été condamné à mort. Mais plus encore, à plusieurs reprises, il est désigné comme exerçant la confession. Il est I am a confessor to Angelo. L'intrigue est que ce prince a laissé son royaume à un délégué qui doit agir pour lui parce qu'il veut en réformer les mœurs. Il s'est donc retiré, pensant qu'il n'était pas le mieux placé pour faire exercer une censure sur les mœurs alors qu'il l'avait toléré. Et donc il y a ce thème aussi du roi caché et du prince invisible. Il s'est déguisé, il a pris les habits du moine. Mais du coup, il assume ses fonctions littéralement. Confesseur de celui à qui il a délégué le royaume, Angelo. Un autre moment, à la fin de la pièce, il joue comme le confesseur d'un autre condamné à mort, Bernardo. Et dans ce déguisement, et surtout le fait qu'il agit comme son habit lui permet, mais qui en même temps, évidemment, est à grande distance d'une orthodoxie ecclésiale, font qu'on pouvait y lire des références au sacerdoce universel et que donc, du coup, que l'autorité du prêtre seul, habilité à confesser, ordonner la pénitence, ordonner l'absolution, pouvait se trouver mise en question. Et c'est sans doute une des raisons fortes de la suppression de cette pièce, mesure pour mesure, dans ce second folio. On pouvait ajouter aussi que la pièce pouvait être pensée comme un miroir dangereux de la censure elle-même, puisque Angelo, celui à qui a été délégué le gouvernement du duché, exerce avec une extrême rigueur
la censure des mœurs, il supprime les maisons closes, il exige le mariage à tous les jeunes gens qui ont eu des relations au préalable. Donc il y a une orthodoxie morale qui ne choquait pas forcément le censeur jésuite, mais surtout, c'est que cet Angelo exerçant cette censure rigoureuse est un hypocrite puisqu'il convoite jusqu'aux extrêmes moments Isabelle, la jeune femme qui doit céder à Angelo pour sauver son frère Claudio de la mort. Et donc il y a là comme une profonde hypocrisie ou duplicité qui est placée au cœur même du mécanisme de la censure, dans ce cas-là non pas des textes, mais des conduites et des comportements. Toutes ces raisons ont dû apparaître l'une ou l'autre, ou tout ensemble, suffisantes pour Sankey pour ôter, arracher, enfin découper la pièce à l'intérieur du second folio. Donc c'était le premier élément de ce dossier, c'est-à-dire la présence d'un exemplaire de ce second folio à Valladolid dans le collège et séminaire jésuite. Et comme vous l'avez peut-être vu, la presse en a largement rendu compte, cette question a rencontré l'année dernière une nouvelle actualité, cette question de lecture de Shakespeare en terre catholique, lorsqu'il a été redécouvert dans la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer un exemplaire du premier folio. Cette question, cette redécouverte pouvait faire ressurgir, je reviendrai sur ce premier folio de Saint-Omer un peu plus tard, pouvait faire surgir la question telle qu'elle était posée après l'analyse du second folio de Valladolid et avant la redécouverte du folio de Saint-Omer, c'est-à-dire la question de la religion de Shakespeare. Il y a un livre récent tout à fait passionnant de David Scott Castan qui a pour titre A Will to Believe, la volonté de croire, mais toujours avec le jeu de mots sur Will, Shakespeare and Religion, Shakespeare et la religion, publié à Oxford en 2014. Et il affronte cette question, qui est comme une sorte de leitmotiv dans la bibliographie shakespearienne du catholicisme possible de Shakespeare. Alors il l'affronte en montrant d'abord qu'il y a une certaine neutralité de la présentation des rites ou des clercs du catholicisme dans les pièces italiennes de Shakespeare, puisque c'est là évidemment où l'on pourrait rencontrer cette présence catholique. Et Castan invite à retourner à ces pièces et à voir comment, finalement, tout ce qui est catholique dans ces pièces italiennes est une matter of fact. C'est bien dans des pays ou des villes catholiques que se passent ces intrigues. Donc, montrer, évoquer des rites du catholicisme est aussi un effet de réel qui renforce la localisation italienne de l'intrigue. On n'y voit donc ni l'hostilité polémique anti-catholique qui a été traduite à plusieurs moments par la législation anglaise, la dissolution des monastères, le bannissement des prêtres, l'interdiction de toute matter of divinity, de toute chose qui se rapproche à la religion sur les scènes. Il y a donc dans la politique, au moins des souverains autres que Marie Tudor, cet anticatholicisme fort et puissant, traduit par la législation. Mais on ne trouve rien de cela, évidemment, dans ces pièces italiennes de Shakespeare, mais on ne trouve pas non plus des signes d'un engagement catholique particulier. Et d'ailleurs, la censure anglaise n'y a rien trouvé à redire, puisque chaque pièce devait être, surtout lorsqu'elles étaient représentées à la cour, mais ensuite la juridiction du Master of Revels, le maître des menus plaisirs, on pourrait dire, s'étendait à tous les théâtres londoniens, et aucune de ces pièces n'a jamais été censurée. Comme si finalement la représentation d'un catholicisme à distance, en Italie et avec un décalage chronologique, et d'une manière plus ou moins neutre,
ne posait pas un problème particulier. Donc, impossibilité de déduire du catholicisme présent dans les pièces italiennes, des frères, des rituels, quoi que ce soit par rapport à une préférence de l'auteur de ces pièces. Et on peut, avec d'autres travaux, montrer que cela pouvait renvoyer aussi à une certaine réalité historique, c'est-à-dire le fait que si d'un côté la législation anglaise avait ses accès ou traits d'un anticatholicisme puissant, dans la réalité sociale des voisinages, des parentés, on ne trouve pas nécessairement la même polarisation confessionnelle. Et ceci n'a pu que se renforcer avec la politique de Jacques Ier, la mort d'Élisabeth en 1603, la succession par le roi d'Écosse, Jacques VI, devenant Jacques Ier d'Angleterre, et qui a arrêté les persécutions contre les catholiques, recherché une sorte de concorde entre protestants et catholiques, et recherché, comme on l'a vu, l'accord avec les puissances catholiques, à commencer par l'Espagne, avec une idée très présente, et qui était d'ailleurs encore plus présente chez son fils, qui était la croisade, reprendre la croisade contre les infidèles, ce qui supposait ce que dans les textes est désigné comme Mutual Christendom ou Christian Union, la chrétienté qui unit les confessions. Et c'est ce qui explique évidemment notre point de départ de tout ce cours, c'est-à-dire en 1604 la paix signée à Londres et en 1605 la paix ratifiée à Valladolid, et donc l'imaginaire pouvant se déployer sur le fait que dans cette année-là, Cervantes était à Valladolid, ce qui était vrai, et que Shakespeare était dans l'ambassade anglaise, ce qui était purement fictionnel. Il y a une différence à noter toutefois dans cet aspect de cette neutralité de représentation produisant des effets de réel ou des effets de passé, c'est les pièces historiques. Parce que là, la matière est un peu plus complexe. On l'a vu avec les deux pièces de Roi Jean et Henri VIII pour le censeur jésuite de Valladolid. Ici, la situation est plus délicate, dans la mesure où on a des attaques contre Rome, et en particulier dans le roi Jean, et où on a aussi l'implication des hauts dignitaires de l'Église dans ce qui est un de ces temps que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le temps des desseins, le temps des ambitions, le temps des désirs, et où l'on voit que les dignitaires de l'Église jouaient les mêmes rôles que les aristocrates ou que les lignages des familles dans l'entourage du roi. La même ambition, la même hypocrisie, la même dissimulation et le même désir avide de pouvoir. Donc, il y avait là une matière qui pouvait évidemment être plus directement contrôlée et dans laquelle Shakespeare, indépendamment de ses propres croyances, avait respecté ou inclus cette dimension de dénonciation ou de critique de l'Église. Ceci étant, même dans le cas du roi Jean, on a pu montrer qu'à l'inverse de pièces antérieures qui faisait du roi une sorte de proto-protestant, un martyr du protestantisme à venir, une sorte de prophétie ou de préfiguration. Dans la pièce de Shakespeare, si l'autorité du pape peut être désignée comme usurpée, celle du roi ne l'est pas moins. Et que donc il y a, comme très souvent dans les histoires shakespeariennes, une ambivalence, une ambiguïté, et non pas un parti décidément pris. Donc finalement, la conclusion est, je crois, très raisonnable de la part de Castan lorsqu'il dit « Nous n'avons aucun moyen pour savoir ce que Shakespeare croyait vraiment. » En tous les cas, on ne peut pas le découler du contenu des pièces, ce qui était une application particulière d'un principe plus général dans l'absence de toute trace
de documents biographiques ou autobiographiques de Shakespeare, les seules ressources que la critique a déployées au fil des siècles pour atteindre les croyances, les représentations, les préférences de Shakespeare, c'était de les trouver dans les pièces elles-mêmes. Comme si on pouvait, de ce point de vue-là, déduire la vie, les expériences, les souffrances, les croyances de l'auteur du seul texte disponible où se rencontrerait quelque chose qui a à voir avec les souffrances, les croyances ou les désirs, c'est-à-dire le texte des pièces. Puisque, comme vous le savez, les autres documents liés à la vie de Shakespeare ne sont que des documents notariés ou judiciaires dans lesquels rien de ce qui serait une production esthétique et non plus ce qui serait une expression des sentiments ne peut se rencontrer. Et vous vous souvenez, on avait commencé le cours avec la discussion sur le testament de Shakespeare, qui serait une pièce exceptionnelle par rapport à cela, à condition que l'on considère qu'il soit autographe et non pas dicté, et que l'on en donne les clés de l'interprétation. Alors revenons à la fin de cette première histoire, et qui est la discussion réouverte par la découverte d'un autre exemplaire d'un folio shakespearien, dans ce cas-là le premier, à Saint-Omer. Alors ça a attiré évidemment l'attention de la presse et des médias, parce que ce 233e exemplaire connu, ce qui fait que le concept que l'on peut avoir de livre rare est très paradoxal. Le folio de Shakespeare est un livre rare, comme le prouve le prix des ventes lorsqu'il en passe un exemplaire, ce qui la dernière fois c'était en 2006 chez Sotheby, où il a été vendu pour 5 millions de livres sterling. Donc, de ce point de vue-là, il y a une rareté qui se mesure par la valeur monétaire, mais ce n'est pas une rareté objective, puisque 233 exemplaires pour un livre édité au XVIIe siècle prouve une présence plus forte que beaucoup d'autres, et en particulier de tous ceux qui sont vraiment rares et qui ne coûteraient pas 5 millions, et qui sont tous les textes qui appartiennent au répertoire des littératures de colportage, dont parfois la totalité des exemplaires a à tout jamais disparu. Mais bon, déjà, trouver un exemplaire, là, l'idée que si la bibliothèque de Saint-Omer voulait le vendre, elle pourrait peut-être en tirer un grand profit et être riche indéfiniment, a fait l'attention de la presse. Alors, parallèle avec le cas de Valladolid, cet exemplaire était possédé par le collège jésuite, qui s'était installé à Saint-Omer. Alors on me dirait, pourquoi l'Espagne? Évidemment parce que Saint-Omer appartient aux Pays-Bas espagnols. Donc c'est pour ça que j'avais pris la précaution de dire Shakespeare en terre espagnole, en terre sous domination espagnole. Et donc dans les Pays-Bas espagnols, en 1593, les jésuites ont installé un collège pour les fils des élites, mais largement entendues, anglaise, sans la vocation missionnaire du séminario de Valladolid, simplement pour un enseignement catholique donné aux fils des familles catholiques qui en avaient les moyens d'envoyer leurs enfants à Saint-Omer dans ce contexte. C'est un collège qui, de ce point de vue-là, ce collège des Anglais à Saint-Omer est toujours resté de taille modeste. Au XVIIe siècle, il y a entre 120 ou 200 élèves, ça dépend des années ou des décennies, alors qu'un grand collège jésuite, comme par exemple à Rouen, a 1500 à 2000 élèves. On a quelques documents sur ce collège de Saint-Omer, en particulier en 1623, un aristocrate anglais, Sir George Shaworth, visite le collège et dans sa description, il mentionne la présence de 140 élèves de la jeunesse d'Angleterre, Youth of England. Il mentionne aussi que le collège vit des charités en Angleterre, de l'argent qui est collecté auprès des catholiques anglais pour le faire vivre, et aussi du fait qu'on demande mais une somme raisonnable de 20 livres par an pour chacun des élèves.
Il mentionne aussi les deux activités importantes dans le collège. Une activité qui est celle des disputes, disputatio, en grec et en latin, menées par les élèves du collège. Et il mentionne aussi le fait que pendant sa présence, il y a eu une comedy of their acting. Ils ont joué, ils ont représenté une pièce. Et ça localisait évidemment le collège de Saint-Omer au sein de la pédagogie jésuite, où, comme vous le savez, les représentations de théâtre étaient une partie importante, le plus souvent aussi ouverte sur les notables de la ville, avec un répertoire en latin considérable qui mettait sur la scène des fragments des histoires saintes, histoire des martyrs, en particulier jésuites, histoire des saints ou des épisodes bibliques. Et c'est dans toute l'Europe, en particulier dans les pays dans l'Empire, où il y avait tous les collèges jésuites de l'Allemagne ou l'Autriche contemporaine ont été particulièrement actifs dans la production de ces pièces. Alors, qu'est-ce qui est advenu de ce collège? Il a été, après, lors du rattachement à la France, les jésuites ont été expulsés en 1762, à Saint-Omer comme ailleurs. Ils sont partis pour Bruges, puis ensuite pour Liège. Ils ont été remplacés par des prêtres séculiers anglais. C'était aussi ce qui s'est passé, comme l'a bien montré Dominique Julia dans beaucoup d'études. Des prêtres séculiers prennent en charge des collèges anciennement jésuites, et dont les jésuites ont été expulsés. Ils ont dû partir à la Révolution, ce qui fait que les bâtiments et la bibliothèque ont été saisis en 1792. Les bâtiments ont été transformés en hôpital militaire pendant la Révolution, et la bibliothèque, confisquée comme bien national, est inventoriée en 1794. Et effectivement, dans un catalogue de 1823, il y avait la mention de folio de 1623 de Shakespeare. Ce catalogue a été oublié et le livre aussi a été oublié. Et c'est justement l'année dernière qu'un jeune conservateur ou bibliothécaire de Saint-Omer, reprenant les collections, a redécouvert ce exemplaire du folio, l'a fait expertiser, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a beaucoup de faux dans le monde shakespearien, de faux manuscrits shakespeariens, mais aussi de faux folios, de faux quartos. Et donc, les experts ont conclu qu'il s'agissait bien d'un exemplaire de l'édition de 1623. Alors a commencé une discussion qui reste ouverte sur et, entre parenthèses, ce folio était ou est accessible sur le site électronique de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer. Et on voit qu'il est dans des conditions un peu fragiles, parce que cette itinérance dans les dépôts des livres saisis comme biens nationaux ne lui a pas été très favorable. Et donc beaucoup de ces feuillets sont dans un état un peu critique. Alors la discussion s'est ouverte sur comment est arrivé ce folio dans le collège de Saint-Omer, donc je rappelle que fondé en 1593, et les recherches se sont liées à une mention de possession qui se trouve sur la première page du folio de Neville, N-E-V-I-2-L. Et la difficulté est qu'il y a plusieurs candidats possibles pour la personne qui serait derrière ce nom, parce que ce nom de Neville a été utilisé par plusieurs jésuites durant les XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier dans la même famille, celle des Scarisbrick. Et il y a un Edward Neville, dont le nom se rencontre sur un autre folio, qui lui est conservé à la Folger Library, mais il y a aussi un Thomas Neville et un autre jésuite qui n'était pas de la même famille, Edmund Sale, a utilisé aussi ce nom ou pseudonyme de Neville. Et il est intéressant, lui, parce qu'il est arrivé à Saint-Omer en 1632 et il était maître de poésie. Donc on peut penser qu'il était aussi en charge de c'est le nom Master of Poetry.
Il était en charge de cette éducation, appelons-la littéraire, avec un acronisme, des élèves du collège, et en particulier la production des représentations théâtrales. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des indications de lecture, d'appropriation de ce folio à Saint-Omer? Il y a une indication indirecte qui a ouvert une seconde piste sur les origines ou les usages de ce folio dans ce collège jésuite, c'est la présence à Saint-Omer, un peu plus tard que celle de Edmund Searle, d'un jésuite qui s'appelle Francis Clark, qui est à Saint-Omer entre 1653 et 1657, et qui a eu une très forte activité théâtrale. Il a produit de nombreuses pièces pour ce collège et pour d'autres collèges en latin, et les critiques ont pu détecter dans une de ces pièces particulièrement, qui s'appelle Innocentia Purpurata, des références, des emprunts à une série de pièces de Shakespeare. Donc, il est sûr que ce Francis Clark, à Saint-Omer, a produit des pièces que l'on pourrait rapprocher d'une inspiration shakespearienne. Ce serait donc une de ces traces indirectes d'un lecteur de ce folio, mais qu'il approprie pour lui, et comme une source d'inspiration pour son propre production théâtrale. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer quel était l'usage d'un tel livre dans ce collège? Et là, même réalité, mais plus modeste qu'à Valladolid, l'analyse des annotations et des expurgations dans ce folio. Et si, comme je le pense, il est toujours visible sur le site de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer, on peut voir ces traces qui sont la même procédé, c'est-à-dire le passage en noir de certains mots ou certaines répliques ou de certaines scènes. Comme à Valladolid, il y a, mais pas de manière systématique ou exubérante, la recherche des obscénités et la volonté de les masquer. Il y a d'autres traits intéressants, c'est que dans les collèges jésuites, au moins dans certaines des pièces, on ne doit pas représenter, de donner des rôles pour les femmes. Et on voit par exemple dans la scène 5 du deuxième acte d'Henri IV, du second Henri IV, non, du premier Henri IV, il y a le remplacement de hostess par host, donc un hôte et non pas une hôtesse, et on retrouverait d'autres traits de cette suppression des rôles féminins qui deviennent masculins, comme si finalement dans les collèges jésuites, on ne pouvait pas appliquer ce qui était sur les scènes anglaises préalables, c'est-à-dire tous les rôles de femmes joués par des hommes ou de jeunes garçons. Il y a aussi des coupures, et l'analyse la plus intéressante est sur des indications scéniques qui ne sont pas dans le texte imprimé du folio. Comme si, pour certaines scènes, on pouvait penser qu'elles avaient eu une forme de mise en scène, de représentation par les élèves du collège. Et cela porte sur la pièce qui est la plus annotée, et en même temps qui a un certain nombre de traits de censure, et qui est justement le premier Henri IV. Ce qui n'est pas en soi étonnant, puisque c'est la pièce la plus populaire de Shakespeare avant le folio de 1623. C'est la pièce la plus souvent rééditée, si je me souviens bien, 6 éditions en format quarto. Donc c'est la pièce qui identifie finalement Shakespeare, et c'est du coup la pièce dans laquelle les jésuites ont pu à la fois peut-être puiser des fragments pour des représentations, qui ne pouvaient pas être sans doute la représentation de la totalité de la pièce, mais de certaines scènes ou de certains passages, comme si finalement on pouvait aussi se servir de ce volume aux fins d'un apprentissage de la déclamation, de la rhétorique,
et entre la déclamation de la rhétorique et la représentation de théâtre, peut-être une situation intermédiaire qui consistait à faire représenter des scènes, des monologues, ce qu'on aurait appelé dans le monde élisabétain les parts, puisque les acteurs recevaient simplement ce qui correspondait à leur rôle et pas la totalité de la pièce. On verrait donc là, dans ce cas, Shakespeare, mais avec beaucoup de limites, puisque la seule pièce qui semble vraiment avoir été utilisée pour cette fin pédagogique, c'est le premier Henri IV, et le reste du folio, sans doute, pouvant être lu par certains des professeurs jésuites, et ce Francis Clark, pour renforcer ou rafraîchir sa mémoire des pièces shakespeariennes, rien ne dit qu'il s'agit d'une lecture ouverte, fréquente, familière pour les élèves. On peut supposer ces deux registres d'appropriation de ce livre, d'un côté pour les professeurs qui peuvent y trouver inspiration ou intérêt, et d'autre part pour des fins pédagogiques qui, elles, ne portent que sur des fragments, une pièce sur la totalité, et dans cette pièce, certains passages particuliers. Mais tout ceci est encore un chantier ouvert et un travail est en cours sur ce folio, qui ne change pas radicalement les termes de la discussion sur le rapport entre les textes des pièces et la religion de Shakespeare, mais qui renforce cette idée d'une lecture, d'une appropriation jésuite dans le contexte des collèges qui accueillent des élèves anglais pour les transformer en missionnaires ou pour leur donner une éducation catholique, donne cette possibilité un peu inattendue, au moins pour une vision plus classique, de la circulation de Shakespeare en terre catholique. Mais comme vous le voyez, il s'agit là d'indices assez ténus, 2 exemplaires de 2 éditions des œuvres dans 2 lieux, Valladolid en Castille et Saint-Omer dans les Pays-Bas espagnols. Alors, ça, c'était le premier dossier. Je vais quand même ouvrir le second avant qu'on fasse une petite pause, comme à notre ordinaire. C'est un dossier plus large, c'est-à-dire finalement le dossier de l'Espagne, l'Angleterre de Cervantes. C'est aussi un dossier qui n'est pas très épais. Encore que, on peut trouver dans le texte qui nous a servi de point de départ, c'est-à-dire Los trabajos de Persiles y Sigismunda, les travaux et épreuves, comme il a été traduit, de Persiles et Sigismunda, le dernier livre de Cervantes, achevé pratiquement sur son lit de mort, et ce qui fait que les textes avec lesquels nous avions commencé, c'est-à-dire les textes de la dédicace à Lerma et de l'adresse au lecteur, sont sans doute les derniers textes jamais écrits par Cervantes. Et vous vous souvenez que ce livre magnifique a pour titre Historia septentrional, histoire septentrionale, et que ces 2 premières parties se situent dans un monde nordique qui est un monde d'îles, de glace, de lycanthropes, de naufrages, de rencontres, de cruauté, et que la 3e et 4e partie, lorsque la troupe des pèlerins, puisqu'ils le deviennent, s'est constituée au fil des aventures innombrables des 2 premières parties, débarque à Lisbonne et part en pèlerinage pour Rome, traversant la Castille, l'Aragon, le Languedoc, la Provence et les villes d'Italie pour arriver à Rome au moment d'un jubilé. Un texte vertigineux, magnifique, et dans lequel l'Angleterre n'est pas absente. On peut voir que dans la totalité de ce roman hellénistique, roman byzantin, est sans doute le livre auquel tenait le plus Cervantes, le livre le plus important pour lui, et qui a été traduit en même temps que les nouvelles exemplaires dans le volume des œuvres de Cervantes dans la Pléiade, dirigé par Jean Canavaggio.
on repère 17 fois la présence du mot Inglaterra. Je rappelle que ce livre a été publié de manière posthume, puisque Cervantes meurt en 1616 et que le livre est publié en 1617 à Madrid. Et à la différence même du Quichotte, devient un objet immédiat d'un intérêt européen. En 1618, il y a 2 traductions différentes à Paris du texte de Persiles y Sigismunda. Et il y a une traduction anglaise qui, je crois, est de 1619. Donc il n'y a aucun décalage. Il y a une immédiateté de l'appropriation du Persiles et Sigismunda qui a été peut-être trop négligée dans la représentation ou la vision que nous avons de Cervantes. Alors, je termine cette première partie du cours avec quelques remarques sur les références à l'Angleterre dans le Persiles et Sigismunda. Le livre est construit comme une série de rencontres qui entraîne une série de récits. Et dans un de ces récits, il y a un personnage qui s'appelle Antonio, rappelle qu'il a été embarqué à Lisbonne sur un navire anglais, et, dit-il, qui s'apprêtait à faire voile pour l'Angleterre, où repartaient certains gentilshommes anglais venus par curiosité visiter l'Espagne. Donc une préfiguration de l'ambassade de 1605, mais dans un tout autre contexte, puisque la chronologie du livre, non pas la chronologie de l'écriture par Cervantes, qui en elle-même est un problème, parce qu'on pense qu'il a eu plusieurs moments de rédaction, les derniers, en particulier pour les chapitres, les parties 3 et 4 étant très proches de la mort de Cervantes, donc à partir au moins des années 1610. La chronologie historique du livre le situe au milieu du XVIe siècle, à la mort de Charles Quint en 1556, et qui est, ou 55, je ne me souviens plus, et qui est mentionné comme une nouvelle apportée par un des personnages. Donc on est dans une période qui n'est pas encore la période la plus violente de la guerre des années 80. Et donc ces gentilshommes, dans une préfiguration aussi du Grand Tour, sont venus visiter les villes d'Espagne. Dans un autre récit d'un personnage qui s'appelle Rutilo, on voit les navires de Norvège qui, chaque année, à la bonne saison, partent chargés de marchandises vers, je cite, l'Angleterre, la France, l'Espagne. Et donc ici, non plus des relations qui seraient celles des aristocrates en voyage, mais les relations commerciales d'un espace nordique où les échanges sont entre les pays scandinaves, à commencer par la Norvège, et Angleterre, France, Espagne. Et un peu plus loin, lors de leur périple, la troupe de ceux qui vont devenir des pèlerins en route pour Rome s'arrête dans une terre qu'il signifie comme étant le Groenland, et là, on voit des navires anglais arriver, je cite, avec les voiles traversées de Croix-Rouge, ce qui donne lieu à un récit d'un personnage qui s'appelle Claudio, qui évoque une femme, Rosamonde, considérée comme la concubine du roi d'Angleterre, aux mœurs particulièrement impudiques. Mais ce qui est important, et qui va faire transition avec ce qui sera l'objet de la seconde partie de ce cours, c'est le fait que cette Angleterre, telle qu'elle est présente dans le Persiles, c'est-à-dire une Angleterre des relations commerciales, une Angleterre des visiteurs, est perçue avec ce que certains ont voulu voir comme une certaine anglophilie, dans la mesure où, bien sûr, il y a une condamnation de la religion, la condamnation du protestantisme. Et un des personnages signale qu'il a gardé sa foi catholique contre ceux qui vont rendant la vraie foi, ceux qui vont rangeant la vraie foi parmi les opinions. Et donc, il y a une critique ici du protestantisme, mais il n'y a pas d'hostilité déclarée par rapport à l'Angleterre. Et c'est sans doute l'effet d'une seconde conjoncture. Le cours a été lié à une première conjoncture, celle de 1604-1605, non seulement parce que c'est la date d'impression puis de publication sur la page de titre du Quichotte, mais aussi parce que c'est le moment de la paix, et qui est donc
des renforcements de relations ont pu exister. Visites réciproques, présence des exemplaires du Quichotte en Angleterre, puis plus généralement des textes de la littérature, entre guillemets, castillane. La seconde conjoncture, qui expliquerait pour Cervantes cette forme très mesurée de relation dans l'Angleterre, non pas dénoncer ce qu'on pourrait attendre, puisque, comme vous vous souvenez, il y a un engagement de contre-réformé, si on peut encore employer le mot, mais un engagement contre-réformé très puissant de Cervantes dans les dernières années de sa vie, à partir de 1610, où il appartient à au moins deux des confréries tertiaires, donc de laïcs, de Madrid. Mais là, cet engagement résolu pour un catholicisme tridentin opposé à la réforme n'entraîne pas une traduction textuelle, puisque au contraire, il y a comme une sorte de neutralité ou même de description positive de l'Angleterre et qui peut se lier à cette deuxième conjoncture de paix, les années 1613-1615, avec l'hypothèse d'un mariage espagnol pour le prince héritier d'Angleterre, et qui est la conjoncture, la seconde que nous avons rencontrée, puisque c'est la conjoncture du Cardenio, The History of Cardenio, et la représentation à la cour en 1613 de la pièce de Fletcher et Shakespeare. Et on le voit dans le Persillès, en particulier tout un long passage dans lequel un personnage assez naïf qui prétend qu'il y a des loups-garous, des lycanthropes en Angleterre, la démonstration assez lourdement menée lui veut démontrer qu'il n'en est rien, et que cette nation, elle est aquella discreta nación. Et comme vous le savez, discreto renvoie à l'idée de la sagesse, du jugement. Et donc cette manière de désigner l'Angleterre comme discreta nación est tout à fait symptomatique de cette touche ou teinte d'anglophilie peu surprenante. C'est évidemment un auteur si résolument engagé dans la réforme catholique antiprotestante. L'autre trace de l'Angleterre de Cervantes, on la trouve dans, et je ne fais que le présenter, on fera une petite pause, dans une des nouvelles exemplaires, c'est-à-dire l'espagnole anglaise, la Española Inglesa. Les nouvelles exemplaires ont été publiés à Madrid en 1613. C'est un recueil de 12 novelle, on dirait en italien, de récits brefs, de novella, et qui a eu un succès immédiat. En 1614, il y a 3 rééditions à Pamplune, une à Bruxelles et une autre qui a une fausse adresse de Madrid, et on discute pour savoir si elle a été imprimée à Séville ou à Lisbonne. Et là aussi, il y a trace du succès post-Don Quichotte. 2 ans après, le livre est traduit en français. Rosset et Daudiguet sont partagés 6 nouvelles exemplaires chacun. L'Angleterre est un peu plus lent, puisque c'est seulement en 1640 qu'il y a une traduction, et d'ailleurs seulement de 6 nouvelles publiées à Londres, une édition qui m'a toujours fasciné, puisque le nom du traducteur est lui-même traduit. Le traducteur, c'est James Maybe, qui a été le traducteur de la Celestina, et qui apparaît sur la page de titre comme Don Diego Puede Ser, donc Maybe. Et il y a là la traduction, parmi les 6, de la Spanish Lady, de l'espagnole anglaise. Et c'est donc ce texte-là qui nous servira à partir de 11h09 de guide pour ce dernier volet de cette histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que Cervantes a voulu incorporer dans un texte qui est antérieur au Persillès et Sigismunda, donc qui a sans doute des traits d'anglophilie, mais différents de ceux qui vont être discrètement présents, parce que l'Angleterre n'est qu'une sorte de
d'horizon très limité dans sa présence dans le Persilas y Sigismunda, qui joue sur un contraste géographique entre ces pays mythiques du Nord, Groenland ou Terre-Neuve, ou un monde qui n'a pas été précisé par Islande, Groenland, par Cervantes, fasciné par une indécision géographique, mais des terres du Nord, étranges pour un lecteur de Madrid, et d'autre part par le monde méditerranéen et catholique traversé par les pèlerins. Donc, non, n'exagérons pas l'importance de l'Angleterre, elle est présente, mais elle n'est pas du tout un acteur important, ni même un cadre géographique important. Il n'en va pas de même avec l'espagnol anglaise, et c'est donc cette espagnol ou Espagne de Cervantes que nous allons rencontrer quand on reprendra le cours à 11h10 alors, puisque le temps a passé pendant que je parlais.